Monsieur le conseiller national, Madame la conseillère d'État qui représentait le gouvernement de la République et canton de Genève, Monsieur le vice-président du Grand Conseil du canton du Tessin, dont Dufour était citoyen d'honneur, Monsieur l'ancien président du Conseil d'État, Monsieur le président du Conseil municipal de la ville de Genève, avec nos félicitations pour votre récente accession à la présidence du Conseil. Mesdames les descendantes du général Dufour, on m'entend? Monsieur le consul général de France à Genève, merci d'avoir mis à l'honneur le général Dufour lors de votre commémoration à la fête nationale. Et je le souligne. Monsieur le consul général de Grèce à Genève, Monsieur le représentant de l'école polytechnique de Paris-Palaiseau, Monsieur le président de la musique municipale de la ville de Genève, Monsieur le directeur des archives d'État de la République et canton de Genève, Monsieur le conservateur des archives de Marc-Auguste Pittet, Monsieur l'ancien commandant des forces terrestres suisses, mon commandant de corps, par ailleurs président du comité de patronage de cette journée en particulier. Monsieur le directeur suppléant de l'Office fédéral de la topographie Suisse Topo à Wabern, la conservatrice en chef du musée Napoléon Château d'Arenenberg, Monsieur l'historien de la bibliothèque et archives du Comité international de la Croix-Rouge, Monsieur le vice-directeur de la Fondation Martin Baudemer et ses invités, Monsieur le responsable des collections à la bibliothèque de Genève qui abrite le fonds archives Dufour, Madame la conservatrice du musée d'histoire des sciences de Genève, je suis exhaustif, Monsieur le président de la noble société des exercices de l'arquebuse et de la navigation, Monsieur le président de la section culture et patrimoine du club alpin suisse, section de Genève, Monsieur le président de la délégation suisse du souvenir napoléonien, Madame la présidente de l'église protestante de Genève et membre du consistoire, Monsieur le pasteur, Madame la secrétaire de l'association Bourbaki-les-Verrières, Monsieur le président du théâtre grec de Genève en avis de Jean Capot-d'Istria, Monsieur le représentant du service industriel de Genève, co-sponsor de cette journée, Mesdames et Messieurs, en vos noms et qualités, Mesdames et Messieurs, très chers amis, vous venez d'entendre la marche du général Dufour. Merci, mon cher Guy Dosson, président de la musique municipale de la ville de Genève, ici présent, d'avoir honoré notre général en proclamant ce morceau en ouverture de votre concert de gala donné le 13 juin dernier au Victoria Hall. La vidéo en est l'illustration. Il y a 88 ans, Genève commémorait le bicentenaire de la naissance de Guillaume-Henri Dufour. Je vous propose de voir quelques images d'archives de la radio-télévision suisse de 1987 avec les conseillers fédéraux Arnold Koller d'abord, puis Georges-André Chevalat. Je pense que le principal de Dufour, c'est de réunir des forces. Recommandations sur la conduite à tenir envers les habitants et les troupes. Faire tout son possible pour éviter les conflits sans résultat entre les troupes et les habitants.
Engager les troupes de la manière la plus instante à se conduire avec modération. Le général Dufour est hors du temps de par les valeurs et les principes qu'il a défendus et qui aujourd'hui n'ont rien perdu de leur actualité. Guillaume-Henri Dufour reste bien vivant par son exemple. Ses mots d'ordre et son combat pour la cohésion nationale face aux menaces et défis d'aujourd'hui restent valables. Il représente une forte personnalité qui, dans un état de crise très grave, a su surmonter les querelles des Suisses et les réconcilier. C'était donc une figure providentielle, elles sont assez rares dans notre pays, pour qu'on en célèbre le souvenir. Madame la conseillère d'État Caroline Cast, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Vous nous en faites l'honneur. Vous représentez le gouvernement de notre République et canton. J'ai la joie de vous porter la parole. Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant été déjà prononcées et avec le brio qu'on lui connaît par monsieur le maître de cérémonie, je me permets de simplement vous saluer toutes et tous respectueusement en vos titres et qualités. Au nom du Conseil d'État de la République et canton de Genève, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de commémoration du 150e anniversaire de la mise en terre du général Guillaume-Henri Dufour. Je salue l'organisation de cette journée qui nous permet de rendre hommage à un homme aux multiples talents, une figure incontournable de notre histoire, qu'il s'agisse du général, de l'ingénieur, du pédagogue ou de l'homme politique, du patriote, ou finalement, tout simplement du Genevois. Je tenais à remercier chaleureusement la Fondation Maison Dufour pour l'excellence de cette journée de mémoire et de transmission qui mettent parfaitement en valeur la richesse et l'actualité de l'héritage laissé par le général Dufour. Et je profite également de cette tribune pour remercier toutes les personnes, associations, sociétés qui ont contribué à cette commémoration. Mesdames et messieurs, alors que le nom de Guillaume-Henri Dufour est aujourd'hui largement associé à la carte Dufour, au pont des Bergues ou à la Croix-Rouge, il me semble important de rappeler que cet homme fut aussi un acteur politique majeur dans la Genève du XIXe siècle. Entre 1839 et 1847, Dufour fut élu à plusieurs reprises au Grand Conseil de Genève, où il participe activement aux grands débats de l'époque. C'était, comme vous le savez, une période de grands bouleversements politiques, et ce, sur tous les plans, genevois, suisses et européens. La République de Genève cherche alors à se redéfinir dans le cadre de la Confédération suisse restaurée. Elle traverse par ailleurs une crise politique interne entre radicaux et conservateurs, entre aspirations démocratiques et craintes de désordre. Dans ce contexte tendu, Dufour défend une vision républicaine, à la fois mesurée et modérée. Attaché aux institutions, il prône l'équilibre entre liberté et stabilité. Lors de la crise institutionnelle genevoise de 1846, il refuse toute implication dans les tensions armées. Il milite pour une transition pacifique du pouvoir, rejetant l'usage de la force et appelant à la raison. S'il n'empêche pas la révolution radicale, Dufour en limitera les débordements et restera une figure respectée par les deux camps. Son influence contribue ainsi à la stabilité post-révolutionnaire. Grand homme politique à l'échelle genevoise, Dufour le fut également sur le plan national. Dès 1854, sans cesser de participer au corps législatif genevois sous ses diverses dénominations, conseil représentatif, assemblée constituante et grand conseil, Dufour intervient dans la députation genevoise à Berne et en 1862, il sera nommé par le Grand Conseil genevois pour représenter Genève au Conseil des États. Enfin, dans un contexte européen profondément tendu, Dufour défend ardemment la neutralité comme fondement de la paix intérieure. En tant que citoyen, ingénieur et officier,
Dufour choisit toujours la voie du dialogue et de l'équilibre. Il milite contre tous les excès idéologiques de tous bords au nom d'une idée supérieure du bien commun. C'est cette posture qui lui vaudra la confiance de la Diète fédérale en 1847 lorsqu'elle le nomme commandant en chef des troupes fédérales dans le cadre du conflit du Sonderbund. Cette décision capitale s'enracine dans une réalité connue de ses contemporains. Dufour n'est pas seulement un militaire, il est un homme d'État au sens plein du terme, un homme capable d'allier la rigueur stratégique et la conscience morale et un sens politique profond. À Genève, son action n'est pas limitée à l'enceinte parlementaire. Dufour a également contribué à la modernisation des infrastructures publiques et à la réorganisation du cadastre genevois. Il enseignera à l'Académie de Genève pendant près de 10 ans, posant les bases d'un enseignement scientifique de haut niveau, accessible et rigoureux. Intellectuel reconnu, Dufour participe à la création de la Société genevoise d'utilité publique et s'implique dans plusieurs cercles scientifiques et philanthropiques. Il est ainsi, à tous les niveaux et dans le sens le plus noble du terme, un véritable serviteur de la République. Enfin, en 1863, Dufour participe à Genève à la fondation du Comité international de la Croix-Rouge, aux côtés de Dunant, Maunoir, Appia et Monnier, dont certains ont la tombe qui se trouve tout proche de celle de Dufour dans notre cimetière des Rois, où la cérémonie se poursuivra cet après-midi. Ce geste ultime d'engagement en faveur de l'humanité et qui pose les bases du droit international humanitaire moderne découle naturellement de ses valeurs politiques et morales. Mesdames et messieurs, à travers la technique, le droit, la politique et la morale civique, Dufour a été un artisan discret mais essentiel du développement genevois. Dans une époque marquée par les incertitudes, les tensions et les recompositions, son engagement nous renvoie à une exigence cardinale, celle d'une éthique de l'action publique. Dufour nous montre que l'on peut être scientifique sans perdre sa conscience, militaire sans renier la paix, homme de pouvoir sans renoncer au dialogue. À l'heure où nous sommes nombreuses et nombreux à nous questionner, à chercher de nouveaux repères durables, Dufour reste un modèle d'intégrité, de compétence et de responsabilité. Son action nous rappelle que l'on peut servir son pays avec compétence, sans excès ni violence, avec fermeté et retenue, avec humilité et générosité. Son exemple, profondément genevois, nous oblige. Il appartient à notre mémoire collective, mais aussi à notre avenir. Pour cet exercice de mémoire rendu possible aujourd'hui, pour cette magnifique occasion qui nous est donnée de faire revivre cette figure historique, je vous suis particulièrement reconnaissante. Je vous remercie chaleureusement de votre attention et vous souhaite une très belle suite d'après-midi. Merci de tout cœur, Madame la conseillère d'État. Votre message porteur nous fédère. J'invite à présent Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de Genève, Monsieur Ahmed Jama. Monsieur, j'ai l'honneur de vous porter la parole au nom de la cité. Chers et chers, je m'associe pleinement aux salutations protocolaires qui ont été faites. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais la présence de justice, de vérité et de dignité. Ces mots résonnent aujourd'hui alors que nous commémorons le 150e anniversaire de la mort du général Guillaume-Henri Dufour, un homme dont la vie illustre parfaitement cette vérité. Né à Genève en 1787, Dufour fut un militaire d'exception, un scientifique rigoureux et surtout un fervent défenseur de la paix. Son engagement à travers la création de la carte topographique suisse, son rôle dans la fondation de la Croix-Rouge et sa sagesse lors de la guerre de Sonderbund témoignent de son profond attachement à l'humanité et au dialogue. Mon parcours personnel me rappelle combien la paix, la justice et la solidarité sont essentielles pour construire une société inclusive et humaine. Tout comme Dufour a œuvré pour la réconciliation nationale, nous devons aujourd'hui accueillir avec respect et dignité ceux qui ont cherché refuge et un avenir et un nouveau départ ici à Genève.
Son héritage nous invite à dépasser nos différences, à privilégier la raison sur la force et à défendre des valeurs qui transcendent les générations. En ces temps marqués par les tensions, son exemple est un phare qui guide notre engagement pour un avenir plus juste et pacifique. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père, qui a été président de votre conseil en 1970, 1970, pour nos amis français. Et vous êtes, vu vos origines, l'illustration même de ce que nous chérissons dans notre cité, cet esprit d'ouverture, d'accueil, de tolérance qu'incarnait déjà notre général à l'époque. Merci, Monsieur le Président. Différents hommages compte tenu des qualités extrêmement variées et des talents de notre général. Pour Dufour, ingénieur cantonal en charge de l'urbanisme et des fortifications de Genève, je demande à M. Pierre Flukiger, directeur des archives d'État de notre République, de bien vouloir prendre la parole. Merci, Monsieur le directeur. Les salutations ayant été largement consommées, mesdames et messieurs, chers amis des salons Dufour, il m'a été proposé de dire quelques mots sur le personnage qui nous réunit aujourd'hui en sa qualité d'urbaniste, et j'en remercie Marc Studer et son comité. Vous êtes tous devenus des spécialistes de Dufour depuis des années. J'espère donc ne pas faire trop d'erreurs en évoquant quelques-unes de ces réalisations face à un public aussi averti que le vôtre. Je commencerai donc par nuancer. Le terme d'urbaniste était quelque peu anachronique. En effet, à l'époque, Dufour est l'ingénieur cantonal officieux depuis 1815, puis officiel dès 1828. Il le restera durant 40 ans. Mais avant d'accepter la fonction officielle d'ingénieur cantonal, il posera ses conditions, en partie pécuniaires. Il savait négocier, puisqu'il gagnait autant qu'un syndic à l'époque. Et plutôt que d'urbanisme, on parle alors d'embellissement. Souvenons-nous, Dufour revient à Genève, comme il a été dit, en 1815, suite à la chute de Napoléon Ier. Il est alors diplômé de l'École polytechnique de Paris et de celle du génie à Metz. C'est-à-dire qu'il est en quelque sorte un ingénieur du génie militaire. En outre, en sa qualité de capitaine d'état-major de la Grande Armée, il est au bénéfice d'une expérience pratique acquise à Corfou, comme les membres des salons Dufour le savent, puisque une plaque commémorative a été posée, mais aussi d'expérience à Grenoble et à Lyon. Ce bagage va dicter ses choix en ville de Genève. Un autre point est à signaler, puisqu'on est entre Genevois ou presque. La ville de Genève, qui est devenue suisse à part entière après sa parenthèse française, est la plus importante de la Confédération à l'époque, puisqu'elle compte environ 25 000 personnes, 25 000 habitants. Des historiens ont avancé l'hypothèse que les réalisations faites à Genève auraient ensuite inspiré des villes comme Zurich et Lucerne, mais aussi que des villes comme Lyon ou Turin auraient inspiré Dufour. En 1815, Genève est à l'étroit, enserrée dans ses fortifications. Sa population qui augmente s'entasse dans une articulation de rues datant parfois du Moyen-Âge. Un visiteur anglais décrira cette réalité de manière très négative. Tout comme Dufour lui-même, par ailleurs, qui prône par exemple l'alignement des façades, il parle de l'archaïsme des rives du lac, de bâtiments construits sans symétrie et sans but, d'un paysage ruiné et insalubre. L'ingénieur va s'atteler à changer le visage de Genève avec plusieurs cordes à son arc. Ses diplômes, son expérience française, son appartenance aussi aux familles patriciennes en sont quelques-unes. D'autres seront son mandat de député, on l'a dit, au conseil représentatif, puis dans d'autres collèges. Et en parallèle, il est membre de la commission des affaires militaires, ce qu'on appellerait aujourd'hui la commission des affaires militaires. Bref, il occupe le terrain, même si son éloquence est raillée par ses détracteurs, comme Pictet de Rochemont, avec qui il est en désaccord sur le maintien des fortifications.
À son retour à Genève en 1815, le Conseil lui confie la restauration du pont de Carouge, qui est très important à l'époque, aujourd'hui encore d'ailleurs. Il a 28 ans. On lui donne aussi comme mandat, comme on dirait aujourd'hui, de moderniser le mécanisme de la vieille machine hydraulique qui alimente les fontaines de la haute et de la basse ville. Il y travaillera de très nombreuses années et développera de véritables recherches scientifiques sur les mécanismes et par exemple sur les alliages de métaux. On verra qu'il saura s'en servir pour construire des ponts. Ensuite s'enchaîne une quantité impressionnante de projets. Dufour saura se faire entourer, en particulier par un ami, l'architecte Vaucher, qui pendant 15 ans remporte presque tous les mandats. Mais ce qui est difficilement concevable aujourd'hui, c'est la rapidité des réalisations. Même si certains contemporains se sont plaints de la lenteur des travaux, c'est peut-être inscrit dans les gènes genevois. Sa constance, dit un historien, réside dans l'art du possible, la relation entre science et technique et l'obsession de l'ingénieur, aussi bien que du militaire. On recroisera l'art du possible durant la guerre du Sonderbund que vous avez évoquée. Un autre fait qui pourrait surprendre aujourd'hui, c'est qu'il est à la fois ingénieur cotonal et promoteur immobilier. Les sociétés immobilières anonymes sont une invention toute nouvelle à l'époque et il n'y avait visiblement pas de conflit d'intérêts. Deux exemples illustrent cette réalité: la construction de la coraterie à des fins privées sur des terrains négligés jusque-là, et celle du quai des Bergues sur une friche qu'on dirait aujourd'hui industrielle, celle d'anciens ateliers d'aliénage tombés en désuétude. Imaginez, en un temps record, Genève sera embellie. La première étape, en 1822-24, est la construction d'un quai et d'un égout collecteur sur la rive gauche de entre la petite fusterie et l'ancien port au bois. Ce chantier se révélera comme la première pièce à l'édifice des quais. Dufour explique que c'est une conquête sur l'eau. Cela donne à la ville une rue supplémentaire sans toucher à son enceinte. Le souci de la modernité et de la salubrité anime Dufour. Par la suite, il attachera également une grande importance à la construction de trottoirs pour fluidifier le trafic. Un peu avant 1817, les autorités lui demandent de gérer la construction d'une orangerie et de serres pour un jardin botanique situé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le parc des Bastions, puis d'un conservatoire un peu au-dessus. Tout cela disparaîtra avec la construction du mur des réformateurs dès 1909 et l'élargissement de la rue de la Croix-Rouge dans les années 30. Il supervise également la construction du palais Hénard, donnant au parc des Bastions ses titres de noblesse qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Et la construction, et entre autres encore, la construction du manège derrière le bastion de Saint-Léger. Il négocie la construction du Musérat, restructurant alors l'espace de la place Neuve, et pas de Neuve. La coraterie, qui fait partie de cet effort immobilier d'embellissement de Genève, est aussi une partie de ses œuvres. L'observatoire est également construit, et encore la prison pénitentiaire, s'inspirant d'un modèle britannique panoptique révolutionnaire. Parlant des Bergues, il s'agit de reconstruire un quartier et sa rive en les dotant d'un quai, et surtout en leur donnant une autre fonction. Pour cela, il faut lutter contre l'opposition des commerçants de la rue de Coutances. Ils craignent une baisse de leur chiffre d'affaires. Ils craignent en effet que le passage obligé des clients par leur rue ne disparaisse. Dufour préconise plusieurs solutions complémentaires. Un marché couvert au bout de la coraterie, qui existe toujours mais qui ne fonctionnera pas vraiment. La construction du pont des Bergues et la création de passages publics entre les immeubles. Et c'est là que l'on devine le réflexe militaire. Le pont des Bergues ne sera pas rectiligne, mais à angle. Il frôlera l'île des Barques, transformée en île Rousseau et en promenade pour relier les deux rives. Et d'ailleurs, il n'y a peut-être que Victor Hugo qui écrira que les Genevois construisent des casernes sur les rives du lac. En parlant de ponts, on ne peut éviter de mentionner les ponts suspendus ou ponts en fil de fer. Il en construira plusieurs afin d'offrir un accès facilité à des espaces au-delà des fortifications, par exemple, mais aussi dans la campagne genevoise, ce qu'on oublie de temps en temps. S'il n'est pas l'inventeur des ponts suspendus, ses améliorations techniques en feront de lui un spécialiste. Il reçoit d'ailleurs plusieurs propositions de villes importantes, prestigieuses, comme Saint-Pétersbourg, Rome ou Moscou. En conclusion, on peut se poser la question de ses motivations.
des efforts faits pour conquérir des espaces à l'intérieur de la ville sans toucher à ses fortifications. C'est en fait, comme le dit une historienne, la quadrature du cercle, conquérir de nouveaux territoires dans un espace, selon lui, inextensible. La suppression des dômes et des hauts bancs de 1824 qui sont jugés gothiques en est un exemple supplémentaire. Cette densification peut-être vous rappelle quelque chose qui se passe de nos jours. Comme militaire, il ne pouvait en effet se résoudre à raser les fortifications. Enfin, avait-il une vision urbanistique ou d'embellissement global? Les historiens ne sont pas d'accord à ce sujet. Rien ne prouve qu'il ait eu un plan en tête. Pour ma part, je pencherais plutôt pour l'art du possible, ce qui a déjà été évoqué. Après tant d'années de travaux, de densification et d'embellissement, il finit par rédiger un projet d'extension de la ville au-delà des tranchées. La révolution radicale le prendra de coup et les fortifications seront éliminées et comblées. Ironie de l'histoire, en 1844, il fera construire le domaine où on se trouve aujourd'hui dans un espace gagné sur les fortifications. Merci à vous. Et c'était la facette de Dufour, ingénieur. Quelle richesse, quel talent. Et puis il y a quelque chose qui m'a fait pour ma part un grand plaisir, on est de nouveau sur la place Neuve. Merci de l'avoir dit. Pour Dufour et les sciences, j'appelle à présent M. Jean Cassegnot, conservateur des archives de Marc-Auguste Pictet, qui va se concentrer sur les années 1817 et 1825 de collaboration entre Dufour et le professeur Marc-Auguste Pictet, dont on a commémoré il y a quelques semaines le bicentenaire de la mort. Cher monsieur. À l'occasion de ce 150e anniversaire, je voudrais évoquer brièvement une courte période de la vie de Guillaume-Henri Dufour, celle de son étroite collaboration avec celui qui avait été son professeur de physique, on disait philosophie naturelle à l'époque, à l'Académie de Genève, et qui, de son propre aveu, lui a donné le goût des sciences et plus précisément de la technologie et des réalisations techniques utiles pour le bien public. Donc le savant auquel je fais allusion et dont nous commémorons, comme cela vient d'être dit, le bicentenaire de sa mort, ainsi que celui de son frère cadet, Charles Pictet de Rochemont, s'appelle Marc-Auguste Pictet. Alexandre de Humboldt, qui fut l'un des proches de Marc-Auguste, résume ainsi les qualités du professeur Pictet, juste pour le présenter en 3 lignes. « Je ne parle jamais de physicien sans ajouter que mon choix est fixé et que je ne reconnais que M. Pictet pour la sagacité de la recherche et pour l'élégance de l'énonciation. » La décennie d'intenses relations scientifiques et techniques entre nos deux protagonistes, il y avait 35 ans d'âge entre les deux, se situe juste après la chute de l'Empire, au moment où les Genevois ont recouvré leur indépendance avant de s'unir à la Suisse. Cette décennie débute le vendredi 1er mars 1816. À la Société des Arts, dont il est le président, Marc-Auguste Pictet écoute sa communication. Je cite, celle d'un monsieur Dufour, genevois, capitaine du génie, qui a passé 4 ans à Corfou et en a dirigé les fortifications. Réagissant en rédacteur scientifique de son mensuel, la Bibliothèque universelle, ex-bibliothèque britannique qui avait été lancée à Genève par Marc-Auguste et son frère en 1796, il s'exclame, en parlant de Dufour, « Je l'ai happé, il figurera avec honneur ». À partir de cet instant, le maître et l'élève vont devenir des collaborateurs sur de nombreux fronts, toujours orientés vers l'utilité. Dans un très bref survol, je citerai dès 1818 l'établissement d'une carte de Genève et de ses environs, sur laquelle le professeur Pictet avait travaillé pendant 20 ans, après avoir réalisé celle du massif du Mont Blanc pour de Saussure en 1786, parmi bien d'autres, dont un plan de Genève en 1787. Donc le savant genevois, qui s'apprêtait à partir pour son 5e et dernier voyage en Angleterre et en Écosse, écrit au cartographe neuchâtelois Jean-Frédéric d'Osterwald, je cite, « Je reprendrai à mon retour à Genève, aidé de Dufour, la carte de nos environs. » Et il ajoute « Je regrette qu'il ne soit pas à portée de nous aider. » Il est vrai que le jeune capitaine du génie, devenu entre-temps ingénieur cantonal de Genève, était désormais fort occupé.
En 1819, Marc-Auguste transmet à Jean-Alfred Gautier la direction de l'Observatoire qu'il avait occupé pendant près de 30 ans. Il remet à son successeur les plans et devis de réparation à faire à l'Observatoire, qui n'est plus là où il se trouve maintenant, non sans souligner que c'est, je cite, le colonel Dufour qui a bien voulu se charger de les dresser, et ce travail ne pouvait être en de meilleures mains. En réalité, le jeune capitaine, il a alors 32 ans, a été promu lieutenant-colonel, en même temps qu'il participait à la création de l'école centrale militaire helvétique de Thun. Il devient alors un ardent collaborateur de la Bibliothèque universelle grâce à ses échanges avec Marc-Auguste, informant et commentant les activités déployées dans ses nouvelles fonctions, notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'instruction militaire, mais aussi dans celui du développement des armes et de leurs munitions. Un extrait de la Bibliothèque universelle. En 1821, c'est le professeur Pictet qui l'informe des récents essais de fusée menés par Sir Congreve. Devant l'intérêt manifesté par son collègue, il en commande 2 caisses afin qu'il puisse les tester lors d'exercices à l'école de Thun. Le lieutenant-colonel n'oublie pas ses responsabilités genevoises. Le 11 mars 1822, il écrit à Charles Dupin, jeune ingénieur polytechnicien, la chose suivante, entre guillemets, « Votre ami et le mien, M. Dufour, se porte bien. Il est fort occupé d'une commission sur nos fortifications, qui font actuellement l'objet d'une discussion approfondie et difficile. Ses lumières et son patriotisme y sont d'un grand secours. » Quelques mois plus tard, c'est un autre projet qui anime les 2 Genevois. Marc-Auguste Pictet informe son neveu, Jean-Gabriel Hénard, alors en séjour à Florence, que, je cite, « Suite à un rapport présenté à la Société des Arts, a été créée une commission de Dufour et moi pour examiner la possibilité de passer ainsi sur nos fossés. Nous avons déjà arpenté en conséquence. Commission qui sera aussitôt élargie à De Candolle, Facio et Naville. Il s'agit de la fameuse construction du premier pont en fil de fer ouvert au public en Europe. Le 2 janvier suivant, Marc-Auguste, président du comité qu'il vient de créer pour assurer le financement de cette œuvre, s'exclame. Le plan de Dufour fait venir l'eau à la bouche de tous ceux qui le voient. Et le 1er août, il peut se féliciter que le succès rapide, je cite, et complet de cette entreprise, conçue et terminée dans l'intervalle de 6 mois, fait le plus grand honneur à l'ingénieur distingué qui en a tracé le plan et dirigé l'exécution dans tous ses détails. Pendant ce temps, un autre projet, lancé cette fois par le consul américain Edward Church, prend forme. La construction du premier bateau à vapeur sur le lac Léman. Le 21 février 1823, le professeur Pictet écrit à son jeune ami et disciple François Arago « La première fois que vous viendrez nous revoir avec Madame Arago, nous irons ensemble déjeuner à Lausanne, dans un bateau à vapeur dont la construction est avancée et qui fera la route en 4h30. Nous reviendrons le soir par le même véhicule et puis nous irons faire une promenade hors de la ville en passant sur 2 ponts en fil de fer que nous allons établir sur nos fossés, à peu près sous mes fenêtres. » Il habitait à ce moment-là à la maison Vernet, son gendre, en haut de la rue Beauregard. « Je voudrais bien qu'il y eût là de quoi décider la visite, plaisanterie à part, la chose en vaudra la peine. » Aucun de nos 2 protagonistes n'a pris part à l'élaboration du projet d'Edward Church, même si Marc-Auguste, en bon journaliste, s'est employé à faire connaître cette réalisation que l'on peut qualifier de genevoise, entre guillemets, dans toute l'Europe, grâce à son mensuel et aussi par son intense et vaste correspondance. Quant à l'ingénieur Dufour, une telle réalisation, évidemment, ne pouvait le laisser indifférent. 1 an plus tard, c'est lui qui se chargera de la construction du 2e vapeur, le Winkelried, que vous voyez en bas, et en haut, c'est le Guillaume Tell, le premier bateau. Et en 1826, il lancera le premier bateau à vapeur sur le lac Majeur, Il Verbano, réussite qui sera suivie de tant d'autres dans des domaines bien différents. Mais c'est là une autre histoire, bien connue par ailleurs, car le professeur Pictet, son maître, puis collaborateur et ami, avait quitté ce monde le 19 avril 1825. 50 ans plus tard, les 2 se retrouveront à nouveau, cette fois pour toujours, puisque seulement quelques dizaines de mètres, comme vous le verrez ce soir, séparent leurs tombes respectives au cimetière des Rois. Je vous remercie. Et à présent,
notre général, le militaire. J'invite Monsieur le commandant de corps d'armée libéré, le général Dominique André, ancien commandant des forces terrestres et président de l'Association suisse d'histoire et de sciences militaires, à me rejoindre à cet embon. Mon commandant de corps, sur la parole. Mesdames et messieurs, nous avons déjà entendu et nous entendrons encore à satiété l'évocation des remarquables qualités, quantités et diversités des activités de Guillaume-Henri Dufour, dont on peine à croire qu'elles furent le fruit d'un seul et même homme. Mais il ne faut pas s'égarer pour autant, Dufour était avant tout un militaire. Et ses activités furent liées à ce cadre ou dérivées du savoir-faire qu'il y avait acquis. Il me tient donc à cœur d'insister sur cet aspect sans pour autant vouloir mésestimer les autres angles d'approche du personnage. J'aimerais évoquer la carrière et l'œuvre de Dufour militaire en 5 volets, en 5 tableaux. Premier tableau, formation et expérience. Lorsqu'il s'inscrit et est admis en 1807 à l'École polytechnique de Paris, c'est probablement plus l'aspect polytechnique que la préparation à une carrière militaire qui l'attire. Il prend cependant goût à la rigueur de l'enseignement, à la préparation militaire intégrée et aux débouchés concrets que cela offre. À la sortie de l'X en 1809, il choisit délibérément l'arme du génie pour la diversité technique qu'elle offre, mais aussi pour la possibilité de servir activement la nation en plein développement et en pleine expansion. Lorsqu'il est envoyé à Corfou en 1811, avant même d'avoir achevé sa formation à Metz, il saisit à bras-le-corps cette opportunité. Il peut apprendre en pratiquant, il peut développer son savoir de fortificateur et de topographe, il peut conduire des troupes et des hommes. Les missions très larges et la liberté d'action qui sont laissées à un Dufour encore très jeune marqueront sa personnalité et sa carrière. Deuxième tableau, intégration au système de milice. Lorsqu'il est définitivement de retour à Genève après 1815, il ne peut pas exercer à plein temps une carrière militaire puisque la République et désormais canton suisse n'a pas d'armée permanente. Il travaille donc avec le volet ingénieur de sa formation, mais s'engage sans réserve dans le système de milice des troupes genevoises. Son expérience le mène rapidement à la tête des unités du génie. Et il s'implique fortement dans la consolidation du système des citoyens soldats en systématisant les modalités d'entraînement, en suscitant la création d'une société des carabiniers pour la pratique régulière du tir et une société militaire pour l'esprit de corps et la formation continue des officiers. Mais il est également détaché dès 1819, à titre de milice, auprès de l'état-major fédéral. Il y apporte ses connaissances et ses idées, il publie plusieurs ouvrages de tactique et de technique, il enseigne à l'école militaire centrale de Thun. Et ceci jusqu'à devenir en 1831, toujours à titre de la milice, le chef d'état-major général du général Guiguer de Prangin lors d'une levée des troupes fédérales. Même si sa formation et sa vision initiale étaient celles d'un officier de carrière, ces années 1820 font de Dufour l'archétype de l'officier de milice, conjuguant un emploi civil et une disponibilité élevée pour le service du pays. Il peut être cité comme modèle pour tous ceux qui, jusqu'à nos jours, ont fait le même choix. Question un petit peu critique, quand avait-il effectivement le temps de faire ses obligations civiles? Question que je resterai sans réponse. Troisième tableau, emploi comme quartier-maître général. Qu'est-ce que c'est que ça, me direz-vous? C'était l'un des 3 employés militaires supérieurs de la Confédération, aux côtés de l'inspecteur de l'artillerie et du commissaire des guerres en chef. Le quartier-maître général était le superviseur de l'organisation et de l'instruction, le responsable des préparatifs de mise sur pied des troupes fédérales, le chef d'armes du génie et le directeur des travaux topographiques. Dufour est nommé à ce poste
nota bene en emploi à temps partiel par la Diète fédérale en 1832 et il sera reconduit 3 fois. Durant 16 années, il marque de son empreinte les préparatifs d'une armée fédérale qui dépendait toutefois presque uniquement des contingents fournis par les cantons. C'est dans cette fonction de quartier-maître général qu'il conçoit et dirige les premiers travaux de fortification permanente au niveau suisse, qu'il poursuit et intensifie les travaux topographiques et cartographiques qui allaient mener à la première carte nationale globale, précise et détaillée, ou notamment qu'il fait constituer une bibliothèque militaire fédérale. Mais il s'implique aussi intensément dans une révision 1834 du règlement militaire, devenu ultérieurement loi militaire de 1817, révision qui fait consensus de par sa qualité, ceci malgré l'échec d'un projet de réforme du pacte fédéral en 1832, mais la mise en œuvre de cette révision de la loi militaire échoue pour des raisons de financement par les cantons. Il remet l'ouvrage sur le métier et propose en 1841 une adaptation de la législation de 1817, entraînant plus de rigueur dans la constitution des contingents cantonaux et dans leurs préparatifs. Tout ceci est combiné avec de nombreux voyages d'état-major dans les secteurs opérativement décisifs et pour le contrôle des préparatifs cantonaux. Il connaît ainsi parfaitement l'entièreté du pays et ses particularismes. Cette période fut la plus prolifique de Dufour dans son activité militaire, mais elle est aussi la plus méconnue en tant qu'ensemble cohérent. Elle fut un prélude décisif à ce qui allait suivre. 4e tableau, le commandement en chef. En 1847, alors âgé de 60 ans, Dufour envisage de se retirer de ses fonctions militaires. C'est alors que s'envenime la crise du Sonderbund et que la Diète fédérale décide de dissoudre par la force cette organisation de 7 cantons contraire au pacte fédéral de 1815. Le commandement en chef de l'armée fédérale est confié à Dufour, qui est connu et reconnu tant dans un camp que dans l'autre, qui maîtrise le sujet militaire et qui est capable de montrer l'énergie et la pondération nécessaires à ce conflit intérieur. Il hésite, se fait préciser sa mission, prête serment et est promu général. Il a un gros avantage, il connaît ses moyens, qu'il a lui-même réformé en 1841, et il dispose d'une grande liberté de manœuvre opérative, contrairement aux cantons du Sonderbund liés à leurs frontières et à leurs organisations conservatrices. Il décide de concentrer ses forces et d'attaquer successivement les cantons réfractaires pour remporter des décisions rapides et peu meurtrières. Les cantons concernés capitulent les uns après les autres en l'espace de 25 jours. La planification soignée, la donnée d'ordre précise, l'exécution ferme et la conduite humaine sont certainement les caractéristiques de cette opération menée par Dufour. Cette guerre civile fut vraiment très civile, comme l'a écrit l'historien américain Joachim Remarque. Et si les blessures politiques et sociétales mirent du temps à cicatriser, ce n'est pas à Dufour qu'il faut l'imputer. Son action pondérée a permis qu'aucun fossé trop marqué ne se creuse entre vainqueurs et vaincus, et la rapidité de l'opération a désamorcé une intervention étrangère. La reconnaissance du mandat accompli fut unanime et large dans le pays. Il n'y eut dès lors aucune hésitation à lui confier le commandement en chef de 3 autres levées de troupes dans les 12 années suivantes, nota bene jusqu'à sa 72e année. C'est dans ce rôle de commandant en chef que Dufour est le plus connu et reconnu, et il restera pour ses contemporains et pour la postérité le général Dufour. 5e tableau, servir ou disparaître. Après l'épisode du Sonderbund et l'adoption de la première constitution fédérale, Dufour n'a formellement plus de fonction militaire, hormis les commandements en chef déjà évoqués, et la direction ad personam de son grand œuvre cartographique. Néanmoins,
par son renom et ses vastes connaissances de la chose militaire suisse. Il reste tout au long des années 1850-1860 un personnage influent, notamment pour l'élaboration de la législation encadrant la création de l'armée fédérale et dans l'environnement des tensions pour ou contre sa centralisation. Et c'est bardé de son grade de général qu'il reste actif dans de nombreux autres combats civils, politiques ou humanitaires. Et c'est une autre histoire. Alors au bilan, je maintiens ce que je vous ai dit en introduction. Dufour fut avant tout un militaire. Tout ce qu'il a fait était relié par ce fil conducteur. Sa force principale résidait dans la combinaison pondérée du militaire très civil et de l'ingénieur très militaire. Et il en a fait, par la somme de ses activités, une œuvre majeure pour l'indépendance, le développement et la cohésion de notre pays. J'aurais bien aimé rencontrer Guillaume-Henri Dufour, échanger avec lui et servir à ses côtés. Mais 168 ans nous séparent. Alors je me contenterai d'exprimer mon admiration et ma reconnaissance, mes respects, mon général. En 1838, Dufour est à l'initiative de la création du Bureau fédéral de topographie à Carouge, près de Genève, qui permet le développement de la cartographie suisse. Ce bureau, prédécesseur de l'Office fédéral de topographie, avait pour tâche la haute surveillance du projet complexe de coordonner les efforts à la fois de la Confédération, des cantons et des particuliers dans la mise en œuvre des mesures de la Suisse. Le bureau était en outre en charge d'effectuer ses propres relevés topographiques, en particulier dans les régions montagneuses. Pour citer le journaliste Marc Tribelorn dans la NZZ récemment, Dufour aurait dit « Aucun pays est aussi difficile à restituer que la Suisse ». Et pourtant, Dufour l'a fait. Ses compagnons d'aventure parcourent les forêts et les vallées, traversent les marais à gué, marchent sur les glaciers, escaladent les montagnes, à la fois audace et fatigue. Et pas seulement à cause des dangers naturels. On prend les topographes pour des espions et on les chasse, comme par exemple en Valais, où les paysans détruisent leur pyramide de triangulation pour en faire du bois de chauffage. En 1845, 3 ans avant la fondation de l'État fédéral, le Bureau fédéral de topographie publia les 2 premières feuilles de la carte topographique de la Suisse à l'échelle du 1/100 millième, dite carte Dufour. Il s'agit des feuilles 16 et 17 de Genève et Lausanne et de Sion. L'ouvrage cartographique comprenait 25 feuilles et fut achevé en 1864. En signe de reconnaissance, le Conseil fédéral baptisa le plus haut sommet des Alpes suisses à 4634 mètres d'altitude dans le massif du Mont-Rose du nom de Pointe Dufour. La carte gravée sur cuivre impressionna par l'effet de relief des Alpes et du Jura, rendu par l'utilisation de hachures pour représenter un éclairage nord-ouest. Elle fournissait des bases géodésiques et des représentations cartographiques précises nécessaires dans le contexte des développements industriels et militaires de l'époque. En 1845 déjà, le message politique de Dufour en faveur d'un État fédéral suisse transparaissait clairement dans cette carte. Cette carte ne servait pas seulement à fournir des informations géographiques, mais aussi à façonner une certaine vision du monde, une volonté toujours d'actualité. La carte Dufour rompait ainsi de manière provocante avec l'idée d'une Suisse seulement composée de cantons souverains, à peine liés entre eux par une diète fédérale. Sur papier et en noir et blanc, elle créait un espace national. Aujourd'hui encore, la fascination reste intacte pour cette carte, où est représentée une Suisse avant les grands changements apportés par l'urbanisation, le chemin de fer, l'industrialisation et l'agriculture moderne. Présentée lors d'expositions internationales et universelles, la carte Dufour a remporté pas moins de 8 prix et a fondé la renommée mondiale de la cartographie suisse. Ça, c'était pour ma partie officielle. Mon directeur n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui, c'est pour ça qu'il a envoyé le directeur adjoint.
Je suis ni archiviste, je suis ni historien, je ne suis pas non plus cartographe, je suis ingénieur, comme l'était M. Dufour. J'ai commencé mon activité il y a 25 ans à l'Office fédéral de topographie, et on m'avait donné pour tâche, le contrôle des finances avait remarqué que beaucoup d'argent était dépensé dans la création de données géographiques au niveau fédéral, et ils ont chargé l'Office fédéral de topographie de coordonner mieux les activités de l'administration fédérale en matière de production de données géographiques. Et après avoir relu aujourd'hui en venant des textes qui avaient été écrits sur Dufour, sur les difficultés qu'il a eu aussi de réunir les cantons, de les faire adhérer à cette vision finalement d'une Suisse fédérale et d'en créer une carte, voilà. Avec toute ma modestie, ça fait 25 ans que je suis en permanence en contact avec les cantons. Ça fait 25 ans que chaque semaine, on communique avec les cantons. On a créé une loi fédérale en 2007 pour essayer justement de favoriser encore plus l'harmonisation des données géographiques à un niveau national, c'est-à-dire que tous les cantons se mettent d'accord entre eux, pas seulement pour la carte nationale, mais pour toutes les autres données géographiques qui aujourd'hui sont primordiales à une époque de changement climatique, à une époque de danger naturel, quand on ne sait pas où les prochains événements vont nous toucher. Il me paraissait important d'avoir une harmonisation nationale pour d'autres types de données géographiques que simplement les cartes nationales. Donc, je me suis un petit peu retrouvé dans les textes qu'il avait écrits en me disant finalement l'histoire continue un petit peu. Je suis admiratif pour le travail de Dufour qui a commencé tout cela à une époque où l'État fédéral n'existait pas. Je trouve que mon travail était facile parce que finalement je m'inscris dans une constitution qui existe, je m'inscris dans un État fédéral qui existe, où on peut s'imaginer que la collaboration entre les cantons et la Confédération finalement se passe de manière fluide et douce. Eh bien, il y a des questions qu'on se posait à l'époque, en 1835, que parfois je dois me poser aussi aujourd'hui. Et on retrouve les mêmes contextes, on retrouve les mêmes situations. Et c'est assez amusant pour moi de faire ce parcours. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'en conviendrai, mesdames et messieurs, chers amis, nous continuons d'apprendre. C'est extraordinaire, ce Dufour. C'est un professeur permanent. Maintenant, les relations entre Dufour et les Bonaparte. Pour ce faire, c'est à Madame Christina Egli que je porterai parole. Elle est la conservatrice en chef du musée Napoléon, château d'Arenberg, en Turgovie, qui a officiellement lancé dans cette maison, le 26 juin dernier, la mise en ligne de la correspondance de Louis-Napoléon Bonaparte, dans laquelle figurent 140 lettres environ à Dufour, inédites, émanant du fonds Archives Dufour, déposé à la bibliothèque de Genève. Pour rappel, toute la correspondance de Dufour à Napoléon III a disparu malheureusement dans l'incendie du Palais des Tuileries lors de la Commune de Paris en mai 1871. Si vous m'y autorisez. Félicitations à la Mégui, vous avez la parole. Quelle chance pour un historien ou une historienne de pouvoir avoir recours à de la correspondance quand on travaille sur la biographie d'une personne restée célèbre dans l'histoire. Les générations futures auront plus de problèmes puisque beaucoup de mails, de textos, de WhatsApp partiront dans le nirvana de la touche delete et partiront des ordinateurs, des tablettes et des portables. À moins, comme ça vient d'être dit, qu'il y ait eu une guerre, un incendie, ou que des descendants de ces personnes, ne se rendant pas compte de l'importance des écrits de leurs ancêtres, ils prennent tous ces papiers et les jettent tout simplement à la poubelle. Ça, c'est vu. Quelle chance aussi, entre autres, de travailler sur une personne historique telle que le prince Charles-Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III, empereur des Français, la dernière tête couronnée de France. C'était il y a à peu près 20 ans, à mes débuts au musée d'Arenberg, pour vraiment mieux comprendre le personnage, j'ai commencé à me tourner vers sa correspondance. J'ai commencé à collecter et à transcrire tout ce que je pouvais trouver, c'est-à-dire en partant d'abord de nos propres collections, et on a pas mal de lettres écrites par Louis-Napoléon,
Et puis après de voir dans les archives nationales de France, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque de Genève avec le Fonds du Four. Et ça c'est vraiment une source inimaginable. Et bien sûr, le but, c'était de publier tout ça. Publier ça en papier, ça sert à quoi? Parce qu'on trouve toujours de nouvelles lettres et ça veut dire d'avoir à faire des suppléments. La solution, c'était de faire ça en ligne. J'ai eu la chance, en 2008, d'être à la présentation d'une publication en ligne d'une correspondance. La correspondance d'un contemporain intellectuel et dans le temps de Dufour, de Alfred Escher. Chez eux, c'était, il y a, je sais plus, je crois quelques 3000 lettres. Ils avaient ça et ils ont tout mis en ligne à cette époque-là. Et pour moi, ça c'est la solution. Ça a duré encore pas mal d'années. Mais maintenant, dans la maison d'édition de Goethe, Berlin, New York, ils y sont aussi, Munich, j'ai pu trouver un collaborateur qui était prêt à soutenir ce projet. Et par là, on a commencé, groupe par groupe, à mettre cette correspondance en ligne. Et comme Monsieur Louis vient de le dire, le 25 juin, un jour avant ma conférence que j'ai tenue ici, ils ont mis tout ça en ligne. Bon, il faut encore fignoler un petit peu, mais les lettres qui sont dans les fonds du Four à Genève, les lettres adressées à Louis-Napoléon sont en ligne et on peut donc les consulter avec la transcription et avec des commentaires de ce qu'il a écrit. Et pourquoi s'intéresser vraiment de cette façon à Dufour quand on travaille sur Louis-Napoléon? Parce qu'il y a eu une amitié, une très profonde amitié entre ces deux personnes qui a duré presque 50 ans. Le premier contact indirect a été en 1820 quand Hortense cherchait un précepteur pour son fils. Mais Dufour venait tout juste de fonder ou cofonder l'école militaire de Thun. Il n'allait pas abandonner tout ça dès le début. Donc il a refusé ce poste. Il y avait d'autres raisons aussi. Mais en 1829, il reçoit une première lettre de Louis-Napoléon qui désire participer à ses cours à l'école militaire. Il revient trop tard d'Italie, il ne peut pas y participer, mais le début est là. Ils vont commencer à s'écrire régulièrement. Avec le temps, ce sera Dufour qui sera le plus actif pour écrire à Louis-Napoléon. Il est assez fainéant sur ce plan-là. Et puis il dit aussi, si j'ai rien à écrire, alors je n'écris pas. Mais on va voir au fil du temps cette amitié qui va s'approfondir. De toute façon, dès le début, il y a une admiration réciproque entre les deux. Louis-Napoléon admire et respecte Dufour. Et pour Dufour, il y a ce côté, le gamin à l'époque, il a connu le grand homme. Et le grand homme, c'est Napoléon Ier. Et ça, pour lui, il y a ce petit quelque chose pour faire la connaissance encore de Louis-Napoléon, qui a approché ce grand homme. Et après aussi de faire la connaissance de sa mère, donc de Hortense de Beauharnais. Après le cours en 1830 à l'école de Thun, il va accompagner Louis-Napoléon à Rennenberg et il va pouvoir faire la connaissance d'Hortense de Beauharnais. Et, chose que font le hasard, le jour de son anniversaire, le jour de ses 44 ans, il sera à Constance, devant la maison où il était né. 43 ans, pardon. Il reviendra à un moment où Louis-Napoléon a besoin de soutien, c'est au moment du décès de sa mère. Là, il ira rejoindre Louis-Napoléon à Rennenberg. Ils vont avoir aussi sur le plan intellectuel et sur un intérêt commun pour l'artillerie, pour le génie, ils vont beaucoup correspondre. Louis-Napoléon va publier aussi le manuel d'artillerie pour les officiers d'artillerie de l'artillerie bernoise. Il va devenir aussi, avec l'aide de Dufour, capitaine honoraire de l'artillerie bernoise. Honoraire parce qu'il n'était pas suisse. Il est toujours resté français, même s'il y a pas mal de juristes qui veulent voir en lui un Suisse, puisqu'il était
bourgeois, il a eu la bourgeoisie d'honneur du canton de Turgovie, mais d'honneur parce qu'il n'était pas suisse. Ça, c'est un point important dans sa biographie. Quand on regarde les lettres et qu'on voit à qui il adresse les lettres, c'est d'abord au colonel, puis au quartier maître général, puis au général. Donc aussi grâce à ça, on peut voir donc l'évolution de la carrière de Dufour. Dufour va toujours soutenir Louis Napoléon. Il peut faire ce qu'il veut, il aura le soutien de Dufour. Il va faire 2 tentatives de coup d'État qui vont échouer, mais de façon grandiose. Il sera toujours là. Après le 2e coup d'État, il va contacter l'avocat de Louis Napoléon. Et ils vont continuer toujours à s'écrire. Quand Louis Napoléon deviendra président de la Deuxième République, puis empereur des Français, il sera là aussi. Mais là, il y aura un changement. Avant, ce n'était pratiquement que la correspondance. À partir de ce moment-là, Dufour sera très souvent à Paris. On a vu le film tout à l'heure où sa femme disait qu'il n'aimait pas tellement toutes ces manifestations, etc. Mais quand il est à Paris, il en fait partie. Il est invité par l'empereur à faire partie de tous les bals, de toutes les fêtes. Il est invité pratiquement tous les jours à déjeuner, à dîner avec l'empereur. Et ce qu'il raconte aussi, il se promène bras dessus, bras dessous, dans les jardins des Tuileries ou du palais de l'Élysée. Donc on voit par là aussi cette amitié profonde qui continue aussi malgré l'évolution. Bon, il est quand même général, hein, c'est pas n'importe quoi, mais il a affaire à l'empereur des Français. C'est l'une des premières choses que fait Louis Napoléon quand il est président de la République, c'est de donner un niveau supérieur dans la Légion d'honneur pour son ami. Et quand il lui donnera en tant qu'empereur le grand cordon, c'est en souvenir de cette amitié qui dure depuis sa jeunesse. On voit vraiment, c'est vraiment des 2 côtés qu'il y a cette très forte amitié. Et quelque part, Dufour remplace pour Louis Napoléon ce père qui n'a jamais été présent, qui ne connaissait pratiquement pas, qui vivait en Italie. Lui, il vivait avec sa mère au château d'Arenenberg. Il le voyait de temps en temps quand il passait les hivers en Italie. Et je pense que pour Dufour, Louis-Napoléon a été le fils qu'il n'a jamais eu. Il a eu 4 filles, il adorait sa famille. Ça, il n'y a pas de côté. C'est un homme de famille qui adore sa femme, qui adore ses filles. Mais avec Louis-Napoléon, il pouvait discuter de choses dont il ne pouvait pas tant discuter avec sa femme ou avec ses filles, de l'artillerie. Et même, ils ont un point commun supplémentaire dont on n'a pas parlé, c'est l'archéologie. Napoléon III prend le temps d'écrire une biographie de Jules César. Eh oui. Et il y a des lettres comme quoi il demande à Dufour, oui, Jules César écrit ça et ça dans son De Bello Gallico, et ça doit se trouver à tel et tel endroit par rapport à Genève et le Rhône, etc. Il va envoyer quelqu'un, un Stoffel, un Français né à Paris mais originaire de Turgovie, et il serait content s'il pouvait l'accompagner parce que justement on a entendu le mot espion il n'y a pas longtemps. Et justement il avait peur qu'on prenne Stoffel pour un espion quand il commence à faire ses recherches par rapport à cette muraille qui est cherchée de Jules César. Donc on voit vraiment sur tous les plans, c'est une amitié qui a été très forte, qui a duré près de 50 ans. Napoléon III décède le 9 janvier 1873, pratiquement 2 ans et demi avant le décès de Dufour. Je vous remercie. Et à vous entendre, Champagnat, on dirait vraiment que Dufour est parmi nous. Merci. Je les ai connus personnellement. Remarquable. Le Dufour humanitaire, un chapitre essentiel. C'est le docteur Cédric Cotter, historien aux archives
et à la bibliothèque du Comité international de la Croix-Rouge, dont Dufour est un des cofondateurs, auteur d'une thèse sur humanitaire et militaire, qui viendra présenter lui-même le 7 août prochain. Monsieur Cotter. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, mais c'est aussi un vrai défi car les intervenants qui m'ont précédé ont tellement mis en évidence la richesse de l'œuvre de Dufour qu'on prend l'impression qu'il a vécu plusieurs vies tout à fait complètes. Mais pourtant, il y a encore ce fameux aspect humanitaire qu'il convient de mentionner, un aspect qui a existé tout au long de sa vie et on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui lors de la guerre du Sonderboot, mais c'est vraiment lorsqu'il avait plus de 70 ans, dans les années 1860, qu'il a joué un rôle prépondérant dans la fondation de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire moderne. En effet, Henri Dunant, que tout le monde connaît, qui avait écrit Un souvenir de Solferino, va attirer l'intérêt de la Société genevoise d'utilité publique, qui veut créer une commission pour essayer de voir comment les idées qu'il formule dans ce livre pourraient être mises en pratique. Initialement, Dufour est sympathique envers les idées auxquelles il adhère, mais il est très sceptique quant à la capacité de les réaliser. Mais malgré tout, il se retrouve malgré tout embarqué dans cette commission qui va se réunir en février 1863 et les 5 membres vont créer un comité qui deviendra quelques années plus tard le Comité international de la Croix-Rouge. Dufour accepte de présider cette commission et donc non seulement Dufour est l'un des 5 pères fondateurs de la Croix-Rouge, mais c'est aussi son premier président qui est un aspect que l'on oublie assez souvent. Il deviendra, après ses réticences initiales, un acteur vraiment fondamental dans la réussite tant de la Croix-Rouge que de la première Convention de Genève, grâce à différentes qualités qu'il a, comme son caractère mesuré et sa capacité à allier des grandes idées, mais aussi avec la mesure pour les réaliser correctement, son expérience militaire et son expérience de la guerre, son prestige et ses relations, dont on a eu une évocation à l'instant avec Napoléon III. Ainsi, quelques mois après les premiers travaux de ce comité, à l'automne 1863, il va, avec des attentes mesurées et modestes, prononcer le discours d'ouverture d'une conférence internationale qui a lieu à Genève et qui allait mener à la création du mouvement international de la Croix-Rouge, qui, quelques années plus tard, allait devenir le mouvement international de la Croix-Rouge et du Poisson Rouge. C'est à cette occasion qu'on va décider de créer les sociétés nationales de la Croix-Rouge, une par pays, et que l'emblème de la Croix-Rouge, justement, va être créé, et c'est très vraisemblablement grâce à Dufour que l'on a décidé de prendre le drapeau suisse et d'inverser ses couleurs. Quelques mois plus tard, en août 1864, la Confédération va convoquer une conférence diplomatique à Genève une fois encore, et charge le général Dufour de la présider. Cette conférence va déboucher sur la toute première convention de Genève pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne. Et là encore, en plus de présider cette conférence, Dufour a joué un rôle très important tant dans l'élaboration du texte final de la conférence que dans les négociations qui devaient les valider. Donc on voit que si c'est une personne très célèbre en Suisse, en France, l'œuvre qui sera la plus mondialement connue et qui aura la plus grande postérité, c'est une œuvre à laquelle il aura participé alors qu'il avait plus de 70 ans et qui est donc la Croix-Rouge et la première convention de Genève. Donc on pourrait se poser la question, 150 ans plus tard ou 160 ans après la création de la Croix-Rouge, mais qu'est-ce qui reste comme héritage de la personne de Dufour au-delà de l'œuvre qu'il a contribué à créer? Alors évidemment, le monde a énormément changé ces 150 dernières années, mais il y a un certain nombre d'aspects de son engagement et de sa personnalité qui, me semble-t-il, méritent encore d'être mentionnés et qui pourraient potentiellement inspirer nos dirigeants contemporains et futurs. Le premier point, c'est que le CXR, il n'est pas né dans un salon, mais bien de l'expérience directe de la guerre et de ses conséquences. On pense à Henri Dunant, qui est arrivé à Castiglione le soir de la bataille de Solferino et qui a vu tous les blessés en train de beaucoup mourir sans aide suffisante. On peut penser à Louis Appia, l'un des autres cofondateurs qui était chirurgien et qui a été présent au chevet des blessés de cette même bataille de Solferino. Et enfin, évidemment, le général Dufour, qui lui avait connu la guerre en tant que combattant, avait mené des troupes au combat, mais avait également été l'une de ses victimes, puisque, comme cela a été évoqué ce matin, il a été blessé et fait prisonnier au début du XIXe siècle. Donc, c'est vraiment en tant que personne expérimentée qui connaissait la guerre et ses conséquences que Dufour a amené quelque chose de très important.
Et de nos jours, on a vraiment besoin de figures qui, à l'instar de Dufour, puissent rappeler à nos dirigeants, à la société, les vraies conséquences sur le long terme de la guerre. On constate, en tout cas au CICR, que nos plus grosses opérations sont en cours depuis des décennies. On peut penser à l'Afghanistan, Israël et les territoires occupés, la Colombie, le Yémen et plein d'autres endroits. Et que arriver au terme d'un conflit, à faire la paix, est de plus en plus difficile. Or, Dufour avait très bien compris cet aspect, et il ne suffit pas de gagner la guerre pour gagner la paix, et l'exemple du Sondermut le montre très bien. Dans les instructions qu'il va donner aux troupes fédérales avant d'engager les combats, et qui ont été évoquées de nouveau à plusieurs reprises ce matin, donc la mesure de protéger celles et ceux qui ne se battent pas ou plus, il a posé les fondations pour une réconciliation entre confédérés. Et c'est vraiment quelque chose qu'on constate sur le terrain, c'est quelque chose qui manque énormément dans beaucoup des conflits actuels, où les violations du droit humanitaire et toutes les atrocités qui y sont commises ne font que perpétuer la haine, le ressentiment et la souffrance qui vont s'étendre sur des années, voire sur des générations, et qui rendent la paix et la réconciliation d'autant plus difficile. Donc on aurait besoin de nos jours de figures comme le général Dufour pour rappeler ces conséquences sur le long terme. Le deuxième point, c'est l'importance de parler le langage des combattants. Si on revient à l'époque, en 1864, l'objectif était quand même assez démentiel. C'était convaincre les militaires qu'il fallait accepter des civils proches du champ de bataille pour s'occuper de leurs propres blessés et les convaincre de signer un traité qui allait imposer des limites sur leur façon de mener la guerre. Et pour arriver à convaincre les militaires, il fallait quelqu'un qui puisse parler leur langage. Il fallait le général Dufour qui justement avait cette expérience militaire, qui savait parler aux porteurs d'armes. Et en devenant le premier président du CICR, il a lancé une très longue tradition qui est celle de parler à tous les porteurs d'armes, quels qu'ils soient, que ce soit des forces armées, des groupes armés non étatiques. Une longue tradition aussi par le fait que pendant très longtemps, les délégués venaient des élites helvétiques et qu'il fallait être officier pour faire carrière pendant des décennies. Mais même depuis l'internationalisation du staff du CICR, on a depuis une trentaine d'années des délégués qu'on appelle les délégués FAS, Forces armées de sécurité, qui sont des anciens officiers, parfois des officiers supérieurs, de forces armées, de police ou de gendarmerie, qui, après une longue carrière au sein de forces armées, rejoignent le CICR et vont sur le terrain parler à leurs homologues, mais cette fois en tant que délégués de la Croix-Rouge, et traduisent les principes humanitaires et les dispositions du droit international humanitaire dans un langage qui soit compréhensible pour tout le monde et avec les mêmes éléments de langage. Le troisième point, et je vais bientôt m'arrêter, c'est que la Croix-Rouge et le droit humanitaire sont nés de la société civile. Rappelons que les 5 fondateurs de la Croix-Rouge se sont réunis à titre privé et individuel. Certes, ensuite, Dufour a été mandaté par la Confédération pour la représenter et présider la conférence diplomatique de 1864, mais c'est aussi extrêmement stimulant de se dire que la première convention de Genève, et dont la suite sont les 4 conventions de Genève de 1949, qui sont le traité de droit international public les plus universellement signés et ratifiés dans le monde, viennent de l'initiative de 5 citoyens genevois sans mandat d'État qu'il a fallu convaincre. Et dans notre monde contemporain, où l'on constate que certaines conventions plus récentes, comme la Convention d'Ottawa sur les mines antipersonnelles, sont actuellement mises en cause, où certains États envisagent ouvertement de se retirer de ces traités, on aurait peut-être aussi une fois de plus besoin de gens comme Dufour qui arrivent bien à montrer qu'au-delà de l'intérêt militaire, il y a toutes les conséquences long terme, surtout pour l'après-conflit, qu'il faut mettre en évidence avant de s'engager dans une érosion du droit. Et enfin, le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est la capacité à trouver la bonne balance entre des principes divergents, voire d'apparence contradictoire. Et cela a été dit tout au long de la matinée, et je le répète, mais Dufour était un homme mesuré, et lorsqu'il a accepté de s'engager dans ce qu'allait devenir la création de la Croix-Rouge, il a su trouver le bon équilibre entre, d'un côté, l'idéalisme et l'enthousiasme d'un Dunant qui avait des grandes idées, mais qui ne savait pas forcément comment les réaliser, avec le pragmatisme et la capacité à réellement mettre en œuvre ces idées pour qu'elles ne restent pas lettre morte à la fin. L'idéalisme et le pragmatisme sont d'ailleurs 2 notions que le CICR continue de mettre en œuvre tous les jours dans l'accomplissement de son mandat, en particulier dans les zones de conflit. Mais un autre aspect de balance, ce sont les 2 principes qui gouvernent le droit international humanitaire. On a d'un côté le principe de nécessité militaire et de l'autre le principe d'humanité.
Évidemment, l'enjeu c'est toujours de trouver la bonne balance entre forcément les gens qui diront on doit pouvoir gagner la guerre, et de l'autre côté, oui mais faisons-le en essayant de limiter autant que faire se peut les souffrances des personnes qui ne se battent pas ou qui ne se battent plus. Et actuellement, on voit un trend assez inquiétant où de plus en plus d'États et leurs forces armées ont une interprétation très permissive du droit, et le CICR se retrouve parfois bien emprunté, ou en tout cas, il doit de plus en plus lutter pour rappeler que le droit international humanitaire a aussi le principe d'humanité comme principe gouvernant de ce corpus de droit. Et donc, une fois encore, on a besoin de leaders qui ne vont pas tout sacrifier sur l'autel de la nécessité militaire, mais vont aussi rappeler qu'il faut préserver notre humanité commune, parce que c'est le seul moyen ensuite de pouvoir construire une paix solide à la fin de l'hostilité. Donc pour conclure, vraiment, merci beaucoup pour cette belle journée, pour commémorer cette figure extrêmement importante, non seulement pour l'histoire suisse, mais aussi pour l'histoire mondiale et l'histoire de l'action humanitaire. Et si je vais formuler un peu, ça serait que sa mémoire ne disparaisse pas, ce qui ne semble pas être le cas, mais surtout qu'il puisse continuer à inspirer tant les générations actuelles que les générations futures. Et merci pour votre attention. Merci, très cher monsieur. J'ai envie de tout résumer en disant Genève, capitale mondiale de la conscience humanitaire. Merci. Pour clôturer cette partie officielle, et comme transition avec le module suivant qui aura lieu au cimetière des Rois, où nous célébrerons véritablement la cérémonie de funérailles de notre général, je vous invite à découvrir un dernier extrait des archives de la radio-télévision suisse du 4 septembre 1987 avec le professeur Olivier Reverdin, descendant très direct du général Guillaume-Henri Dufour. Je vous remercie. Olivier Reverdin, Genève mise beaucoup sur cette commémoration. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, je pense qu'il y a un problème fondamental. Les générations actuelles glissent sur la pellicule du présent, n'ont aucune idée des profondeurs de l'histoire. Or, c'est l'histoire qui a fait le présent et ils ne comprennent pas le présent de ce fait. Et on a pensé, c'est la Société d'Histoire qui a pris l'initiative, que l'occasion était bonne de rappeler aux gens que si cette ville est ce qu'elle est, s'ils sont eux ce qu'ils sont, c'est parce que dans le passé se sont passées un certain nombre de choses. Le cas de Dufour était exemplaire. C'est un homme qui a excité une grande admiration de son vivant, qui la mérite certainement. Et on a pensé qu'à l'occasion du 200e anniversaire de sa naissance, on pouvait rappeler aux Genevois un peu de leur histoire et leur rappeler l'homme qui, avec Nicolas Flux, a certainement joué le rôle le plus bénéfique dans notre histoire. Est-ce qu'il est exagéré de dire que c'est grâce à un Genevois, le général Dufour, que la Suisse actuelle existe? Si Dufour n'avait pas conduit la guerre du Sonderbund comme il l'a conduite, il est vraisemblable que nous n'aurions pas aussi aisément passé de la Confédération d'États à l'État fédératif, à la Constitution de 1848. Il a donc préparé les voies qui ont permis à la Suisse de devenir un État moderne. Dufour est entré de son vivant dans la légende, mais aujourd'hui on a oublié toute la richesse de sa personnalité. C'est naturel parce que l'humanité est oublieuse, c'est une des raisons qu'on a de chercher à lui rappeler. C'est une personnalité évidemment extraordinairement riche. Ce n'était pas un homme de génie, c'est un homme qui avait des talents supérieurs qu'il a su utiliser. Comme ingénieur, comme militaire, comme philanthrope, comme artiste, comme écrivain. Et quelles étaient, à vos yeux, ses qualités essentielles? Une extraordinaire modestie qui se reflète dans la tombe que vous avez filmée tout à l'heure. Au moment de la mort de sa femme, qui est morte 8 ans avant lui, il a dessiné la tombe de sa femme et la sienne propre, et il n'a pas voulu qu'on mette autre chose que son nom, les dates de sa naissance et de sa mort, et Helvet Dux, Helvetorum Dux. Il a été général. Il avait peur qu'on lui construise un mausolée, il n'en voulait rien.